C'est 4 heures du matin et un cri sauvage fend les murs de mon immeuble comme un couteau. Un cri aigu et hystérique, plein de rage. J'entends des coups violents. Contre ma porte. Boum boum boum. Les voisins allument leur lumière. Quelqu'un passe la tête dans le couloir et moi, assise dans mon salon avec une tasse de thé à la main, je ne bouge pas. Pas un centimètre. Parce que je sais exactement qui est là. Et je sais exactement pourquoi elle crie. Ma belle-fille Chloé vient de découvrir que j'ai changé les serrures de mon appartement. Mon appartement. Celui que j'ai acheté avec 40 ans de travail. Celui que j'ai payé en nettoyant des bureaux la nuit, en récurant des sols à l'aube, en traînant des sacs poubelles qui pesaient plus lourd que mon âme. Cet endroit est à moi. Et aujourd'hui, enfin, je l'ai verrouillé à nouveau. Mais pour que vous compreniez pourquoi j'en suis arrivé là, je dois vous raconter toute l'histoire. Je dois vous dire qui je suis et qui je pensais que ma belle-fille était. Je m'appelle Grace. J'ai 66 ans. Je suis veuve depuis 15 ans. Mon mari est décédé d'une crise cardiaque une nuit d'hiver sans avertissement, sans un au revoir. Il m'a laissé seul avec un fils de 12 ans et une montagne de factures. Je n'ai pas eu le temps de faire mon deuil. Je devais nettoyer. Je devais travailler 3/4 de travail pour que Marc, mon fils, puisse étudier, pour qu'il ait des vêtements propres, pour qu'il n'ait jamais l'impression de manquer de quoi que ce soit. Je l'ai élevé seul, sans aide, sans plainte, parce que c'est ce que font les mères, n'est-ce pas? Nous nous brisons en silence pour qu'il puisse grandir entier. Et Marc a bien grandi. Il a obtenu son diplôme. Il a trouvé un bon travail dans une entreprise technologique. Il a rencontré une fille, Chloé, une femme grande avec un sourire parfait et des ongles toujours impeccables. La première fois que je l'ai vue, j'ai pensé, comme elle est élégante, comme elle est polie, comme mon fils a de la chance. Quand Marc m'a dit qu'ils allaient se marier, j'ai pleuré de bonheur. Enfin, j'allais de nouveau avoir une famille complète. Enfin, j'allais avoir quelqu'un d'autre dans cette maison silencieuse. Parce que oui, ils n'avaient pas où vivre au début. Ils économisaient pour leur propre logement. Et moi, comme l'idiote que j'étais, j'ai ouvert ma porte en grand. Je leur ai dit de rester aussi longtemps qu'ils en auraient besoin, que ma maison était leur maison. Marc m'a serré dans ses bras. Chloé a sourié. J'ai pensé que je faisais ce qu'il fallait. J'ai pensé qu'une mère devait toujours aider ses enfants. Toujours. Les premiers mois ont été bons. Chloé cuisinait parfois. Elle me demandait comment s'était passée ma journée. Elle m'appelait maman avec tant d'affection. Marc travaillait beaucoup, rentrait tard, mais il me faisait toujours un baiser sur le front avant de dormir. Je me sentais utile. Je me sentais aimé. J'ai même commencé à penser que peut-être la solitude était finie pour toujours. Mais ensuite, quelque chose a changé. C'était subtil au début. Si subtil que je ne l'ai même pas remarqué. Chloé a commencé à déplacer des objets. Un jour, je suis rentré à la maison et mon vase préféré, celui que mon mari m'avait offert, n'était plus sur la table. Il était rangé dans un placard. Quand j'ai demandé, elle a dit « Oh, maman, il avait l'air tellement démodé là. Il ne correspond à rien. » Elle a souri, et j'ai ravalé mon inconfort parce que je ne voulais pas paraître difficile. Je ne voulais pas paraître comme la belle-mère aigrie des histoires. Puis ce fut mon fauteuil. Le fauteuil où je m'asseyais pour regarder la télévision tous les soirs. Un jour, je suis arrivé et il y avait un nouveau meuble à sa place. Moderne, inconfortable. Chloé a expliqué qu'elle l'avait acheté parce que nous devions un peu moderniser l'espace. Nous devions, comme si cet appartement leur appartenait à tous les deux, comme si elle avait le droit de décider ce qui
Restaient et ceux qui partaient. Mais je n'ai rien dit parce que Marc semblait heureux. Et je ne voulais pas gâcher son bonheur. Alors j'ai souri. J'ai hoché la tête. Et je me suis assise sur cet horrible meuble qui me faisait mal au dos. Après cela sont venus les amis. Chloé a commencé à inviter ses amis dans mon appartement. Sans me le dire, j'arrivais du travail épuisé, les pieds gonflés. Et je trouvais 4 femmes riant dans mon salon, buvant du vin avec de la musique forte. La première fois que c'est arrivé, Chloé m'a dit « Oh, désolé. Maman. J'ai oublié de te le dire, mais ne t'inquiète pas, nous partons presque. » Mais elles ne sont pas parties. Elles sont restées jusqu'à 23 heures, et j'ai dû m'enfermer dans ma chambre parce que je ne pouvais même pas me reposer chez moi. La deuxième fois que c'est arrivé, j'ai essayé de parler à Marc. Je lui ai dit que j'aimerais qu'il me prévienne avant d'inviter des gens. Il a soupiré. Il m'a regardé avec épuisement et m'a dit « Maman, ce n'est que pour un petit moment. Ne sois pas si stricte. Chloé veut juste se sentir à l'aise ici. » Se sentir à l'aise. Ces mots se sont enfoncés en moi comme des aiguilles parce que je voulais aussi me sentir à l'aise, chez moi. Mais apparemment, mon confort n'avait plus d'importance. Ce qui importait, c'était que Chloé soit heureuse. Que Chloé ne se sente pas mal à l'aise, que Chloé puisse faire ce qu'elle voulait. Et moi, la propriétaire de l'appartement, celle qui avait payé chaque centime pour cet endroit, je devais me taire et endurer. Je devais être compréhensive. Je devais être patiente parce que sinon, je serais la méchante de l'histoire, la belle-mère problématique, la vieille femme amère qui ne laisse pas vivre les jeunes. Mais le pire restait à venir. Parce qu'un après-midi, en rentrant de l'épicerie, j'ai trouvé Chloé dans ma chambre. Dans ma chambre, elle fouillait mon placard, sortant mes vêtements. Mes robes, la bordeaux, la couleur sable, la gris perle. Elle les mettait dans des sacs. Quand elle m'a vu, elle n'a pas sursauté. Elle ne s'est pas excusée. Elle m'a juste regardé. Et a dit, « Maman, nous avons besoin d'espace pour nos affaires. Tu as trop de vieux vêtements. Je vais les donner. » Oui. Et elle a levé un sac avec mes robes à l'intérieur. Des robes que j'avais achetées avec mon propre argent. Des robes qui contenaient des souvenirs. L'une était vert foncé. Je la portais le jour où Marc a obtenu son diplôme. Une autre était pêche. Mon mari me l'avait offerte pour notre anniversaire et elle allait les jeter comme si c'était des ordures. Comme si ma vie était des ordures. Quelque chose en moi s'est brisé à ce moment-là. Mais je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste pris le sac de ses mains et j'ai dit d'une voix calme, « Chloé, ce sont mes vêtements, et c'est ma chambre. Ne rentre plus ici sans ma permission. » Elle a cligné des yeux. Elle m'a regardé comme si je venais de l'insulter. Et puis elle a quitté la pièce sans dire un mot. Ce soir-là, Marc est rentré furieux. Il m'a dit que j'avais fait du mal à Chloé, qu'elle essayait seulement d'aider, que j'étais égoïste. Égoïste, moi, celle qui leur avait ouvert les portes de sa maison. Celle qui avait renoncé à son intimité, à sa paix, à son espace. Et maintenant, il s'avérait que j'étais l'égoïste. Je me suis endormi en pleurant cette nuit-là. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti complètement seul. Que chez moi, je n'avais plus de voix ni de vote, et que ce n'était que le début. Les semaines ont passé et la situation a empiré. Chloé ne demandait plus la permission pour quoi que ce soit. Elle faisait simplement ce qu'elle voulait. Un jour, je suis arrivé et elle avait transformé la chambre d'amis en son dressing personnel. Toute la pièce était remplie de vêtements, de chaussures, de sacs. Elle avait enlevé le lit où Evelyne, ma voisine, dormait. Quand elle venait me voir.
Elle avait jeté les draps que j'y gardais. Et quand je lui ai demandé ce qui s'était passé, elle m'a regardé avec ses yeux froids et a dit, j'avais juste besoin d'espace pour mes affaires. Maman, tu comprends. N'est-ce pas? Non, je ne comprenais pas. Mais je ne savais plus comment me défendre sans paraître la méchante. Puis les gens étranges ont commencé à arriver. Chloé avait lancé une entreprise de vente en ligne, et elle utilisait mon appartement comme entrepôt. Des cartons et encore des cartons empilés dans le couloir, dans le salon, même dans la cuisine. Je trébuchais dessus chaque fois que je sortais de ma chambre. Et quand je me suis plainte, Marc m'a dit: Maman, c'est temporaire. Elle construit son avenir. Tu ne peux pas la soutenir. Un peu? La soutenir? Je la soutenais déjà. Je lui donnais un toit. Mais maintenant je devais aussi supporter que ma maison ressemble à un dépôt avec des livreurs qui allaient et venaient à toute heure, avec des étrangers qui sonnaient à ma porte à la recherche de colis. Et le pire, c'est que Chloé ne m'a jamais remercié. Jamais. Elle agissait comme si tout cela était son droit. Comme si je lui devais quelque chose. Un soir, je suis arrivé fatigué après avoir nettoyé 3 étages de bureau. Mes genoux me faisaient mal, mon dos me faisait mal. Je voulais juste rentrer à la maison, prendre un bain chaud et aller me coucher. Mais quand j'ai ouvert la porte, j'ai trouvé de la musique à fond. Il y avait une fête dans mon salon. Des gens que je ne connaissais pas. Buvant, riant, fumant. La fumée m'a frappé au visage dès que je suis entré. Je me suis figé dans l'entrée. Chloé était au centre, un verre à la main, riant avec ses amis. Quand elle m'a vu, elle m'a fait un signe de la main comme si rien n'était grave. Oh, maman, je ne savais pas que tu rentrerais si tôt. On fait la fête. J'ai fait beaucoup de ventes cette semaine et elle a continué à rire. Personne ne m'a salué. Personne n'a baissé la musique. Personne n'a éteint sa cigarette. Je me suis senti invisible. Dans ma propre maison. J'étais invisible. Je me suis enfermé dans ma chambre. J'ai pleuré en silence. Pour qu'ils ne m'entendent pas. Et j'ai écouté la fête jusqu'à 3 heures du matin, jusqu'à ce qu'ils partent, jusqu'à ce qu'il y ait enfin le silence. Le lendemain, quand je suis sorti, j'ai trouvé mon salon détruit, des verres sales partout, des taches sur le canapé, une bouteille cassée par terre, et Chloé dormait paisiblement dans sa chambre. Elle n'a rien nettoyé. Alors, j'ai nettoyé. Comme toujours parce que si je ne le faisais pas, personne ne le ferait. Et parce que j'avais déjà l'habitude de nettoyer les dégâts des autres. J'avais nettoyé les bureaux des autres pendant 40 ans. Maintenant, je nettoyais le désordre de ma belle-fille chez moi. J'ai essayé de reparler à Marc. 7 fois, je suis allé le voir à son travail. Je suis allé jusqu'à son bureau. J'avais besoin qu'il m'écoute sans que Chloé soit présente. Je lui ai tout raconté. Je lui ai dit que je n'en pouvais plus. Que j'avais besoin de mon espace. Que je me sentais écrasé dans ma propre maison. Il m'a écouté, mais quand j'ai fini de parler, il a soupiré profondément et m'a dit, « Maman, je sais que c'est difficile, mais nous économisons de l'argent. Nous n'avons besoin que de quelques mois de plus. S'il te plaît, sois patiente. Quelques mois de plus. » Il vivait déjà avec moi depuis 1 an et demi, et chaque jour était pire. Mais j'ai hoché la tête parce que c'était mon fils, parce que je l'aimais. Parce que je ne voulais pas le perdre. Alors, j'ai ravalé ma douleur une fois de plus et je suis rentré en silence. Mais ensuite, quelque chose s'est passé qui m'a glacé le sang. Un après-midi, je suis rentré du marché avec de l'oursac. J'ai monté les escaliers lentement parce que l'ascenseur était en panne. Et quand j'ai atteint mon étage, j'ai entendu des voix dans mon appartement. Des
Voix que je ne reconnaissais pas. J'ai ouvert la porte avec précaution et je me suis figé. Chloé était avec un homme en costume, élégant, avec une mallette, et ils marchaient dans mon salon comme s'ils étaient à une exposition. L'homme prenait des notes, regardait les murs, mesurait avec ses yeux, et puis j'ai entendu les mots qui m'ont brisé. Cet appartement est de bonne taille. Excellent emplacement. Il pourrait se vendre facilement pour environ 120 000 $. Peut-être plus. Chloé a hoché la tête. Elle a souri et a dit, parfait. Vous voyez, ma belle-mère est très âgée. Elle aura bientôt besoin de déménager. Quelque part où elle sera mieux prise en charge. Et nous avons besoin de notre propre espace. Vous savez, ma belle-mère est très âgée. Comme si j'étais un fardeau. Comme si j'étais un problème qui devait être résolu. Comme si ma vie, ma maison, mon refuge était quelque chose dont il fallait se débarrasser. J'ai laissé tomber les sacs. Le bruit les a fait se retourner tous les deux. Chloé a pâli une seconde. Juste une seconde. Puis elle a retrouvé ce faux sourire et a dit, « Oh, maman, tu m'as fait peur. » C'est Monsieur Davis. C'est un agent immobilier. Il était juste en train de me donner des conseils, tu sais, pour l'avenir. Pour l'avenir, mon avenir. L'avenir de mon appartement. Monsieur Davis m'a regardé. Mal à l'aise, a marmonné quelque chose à propos d'un appel qu'il devait passer. Et est parti rapidement. Chloé est restée là, toujours souriante comme si elle n'avait rien fait de mal. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait. Elle m'a répondu. Calmement comme si c'était la chose la plus normale du monde. Maman, je planifie juste. Marc et moi avons parlé. Tu ne peux pas vivre seul pour toujours. Cet endroit est trop grand pour toi. Il serait mieux de le vendre et de te déménager quelque part de plus confortable avec des infirmières, avec des gens de ton âge. Un endroit avec des infirmières. Une maison de retraite. Elle voulait me mettre dans une maison de retraite et vendre mon appartement. L'appartement que j'avais acheté avec ma sueur, avec mes mains gercées à force de nettoyer, avec mes nuits blanches à travailler en double. Et elle voulait me le prendre. Elle voulait me jeter dehors de ma propre maison et tout garder. Je lui ai dit de partir. Je lui ai dit de quitter mon appartement immédiatement. Elle a ri. Elle a ri et m'a dit, « Oh, maman, ne sois pas dramatique. Je pense juste à ce qui est le mieux pour toi. » Et elle est allée dans sa chambre, claquant la porte. Ce soir-là, j'ai attendu Marc. Je lui ai tout raconté. Je lui ai montré la carte de visite que l'agent avait laissée oubliée sur la table. Je lui ai dit que Chloé prévoyait de vendre mon appartement sans ma permission. Et savez-vous ce qu'il m'a dit? Savez-vous ce que mon fils m'a dit? Mon fils que j'ai élevé seul, à qui j'ai tout donné. Il m'a dit, « Maman, ce n'est pas si grave. » Elle explorait juste des options. Peut-être qu'elle a raison. Peut-être qu'il vaudrait mieux que tu sois quelque part où ils peuvent prendre soin d'eux. Toi. À ce moment-là, j'ai su que je l'avais perdu. Que Chloé l'avait complètement empoisonné. Que mon fils ne me voyait plus comme sa mère. Il me voyait comme un fardeau, comme un obstacle, comme quelque chose de vieux qui devait être mis sur une étagère et oublié. Je suis allé dans ma chambre sans dire un mot de plus. J'ai fermé la porte, et pour la première fois depuis de nombreuses années, j'ai ressenti une haine profonde, non pas envers Marc, mais envers moi-même, pour avoir été si faible, pour avoir permis que cela aille si loin, pour avoir sacrifié ma dignité, essayant d'être la mère parfaite. Mais cette nuit-là, quelque chose a changé en moi. Quelque chose s'est endurci parce que j'ai réalisé que si je ne me défendais pas, personne ne le ferait. Et que le moment était venu de reprendre ma vie. Le lendemain matin, je me suis réveillé. Avec une clarté que je n'avais pas eue depuis des mois.
Je me suis regardé dans le miroir et j'ai vu une femme fatiguée, ridée, mais pas vaincue. Pas encore. J'avais 66 ans, mais je n'étais pas morte. Et cet appartement était à moi. Légalement à moi. Personne ne pouvait me le prendre. Personne, pas même ma propre belle-fille, avec ses faux sourires et ses plans tordus. Alors, j'ai pris une décision. J'allais riposter, mais pas en criant, pas en pleurant, mais de la manière la plus intelligente possible, avec des preuves, avec des faits, avec la loi de mon côté. Parce que si 40 ans de nettoyage de bureau m'avaient appris quelque chose, c'était ceci. Les puissants ont toujours des avocats, et les faibles doivent être plus intelligents. Cet après-midi-là, après le travail, je suis allé chercher Evelyne, ma voisine du 4e étage. Evelyne a 70 ans et vit dans cet immeuble depuis plus longtemps que moi. C'est une femme sage, du genre qui voit tout sans rien dire. J'ai frappé à sa porte et quand elle a ouvert, elle a vu mon visage et a su immédiatement que quelque chose n'allait pas. Elle m'a fait entrer. Elle m'a préparé du thé et elle a écouté. Je lui ai tout raconté depuis le début. Les meubles changés, les vêtements qu'elle avait presque jetés, les fêtes, l'agent immobilier, tout. Quand j'ai fini, Evelyne m'a pris la main et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Grace, l'amour d'une mère ne signifie pas se laisser piétiner. Cela signifie leur enseigner le respect. Et tu n'as jamais appris à ta belle-fille où sont les limites. Maintenant, tu dois les fixer avant qu'il ne soit trop tard. Elle m'a demandé si j'avais des preuves de ce que Chloé faisait. Je lui ai dit non, que tout avait été verbal, que je n'avais rien de concret. Evelyne a réfléchi un instant. Et m'a dit, alors procure-toi des preuves, enregistre les conversations. Prends des photos, garde les messages, quoi qu'il en coûte, car si cela devient légal, tu auras besoin de plus que ta parole. Elle avait raison. Alors, j'ai commencé. J'ai acheté un nouveau téléphone avec une meilleure caméra. J'ai commencé à documenter tout. Chaque carton qui arrivait, chaque fête, tout ce que Chloé déplaçait ou changeait sans ma permission. Et surtout, j'ai commencé à enregistrer les conversations. Pas toutes, juste les importantes, celles qui montraient ses véritables intentions. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Une semaine plus tard, Chloé a invité ses amis de nouveau. J'étais dans ma chambre. Mais j'ai laissé la porte entr'ouverte, et j'ai enregistré. Je les ai entendus parler, rire, puis l'une d'elles lui a demandé, « Alors, quand est-ce que vous emménagez chez vous ?» Chloé a ri. Ce rire que je connaissais si bien. Et elle a répondu, « Pourquoi ? Cet endroit est déjà à nous. » Eh bien, il est toujours. Au nom de la vieille femme, mais j'y travaille. Marc l'a presque convaincu de signer une procuration. Une fois que nous l'aurons, nous pourrons faire ce que nous voulons. Vendre, louer, peu importe. Et elle pourra aller dans une maison de retraite. Après tout, elle n'est plus bonne à rien, sauf à nettoyer. Mon cœur s'est arrêté une seconde. Une procuration. Il voulait que je signe une procuration. Cela signifiait qu'il pourrait prendre des décisions légales. Pour moi. Vendre mon appartement, gérer mon argent, tout sans que je puisse rien faire. Et Marc était de mèche. Mon propre fils. L'enfant que j'ai élevé. Celui que je tenais dans mes bras quand il pleurait. Celui que j'ai nourri de mon propre corps quand je n'avais même pas d'argent pour le lait. Il prévoyait de tout me prendre. J'ai continué à enregistrer. J'ai tout enregistré. Chaque mot venimeux qui sortait de la bouche de Chloé. Chaque rire cruel, chaque plan tordu. Et quand elles ont fini et sont parties, j'ai gardé cet enregistrement. Comme de l'or. Parce que c'en était. C'était mon arme, mon salut. Le lendemain,
Je suis allé chercher un avocat. J'ai cherché en ligne. J'ai lu les avis et j'en ai trouvé un qui avait une bonne réputation et offrait une consultation gratuite. Son nom était Monsieur Harrison, un homme âgé d'environ 65 ans avec de grosses lunettes et un sourire gentil. Je suis allé à son bureau avec toutes mes preuves, les enregistrements, les photos, tout. Quand j'ai fini, il s'est penché en arrière sur sa chaise et m'a dit « Madame Grace, vous êtes en danger. Ce que votre belle-fille essaie de faire s'appelle une fraude, et si elle parvient à vous faire signer cette procuration sous de faux prétextes, vous pourriez tout perdre légalement. » Il m'a expliqué que de nombreuses personnes âgées tombent dans ces pièges, qu'elles signent des documents sans comprendre ce qu'ils signifient, qu'elles font confiance à leurs enfants ou à leurs proches, et se retrouvent à la rue sans maison, sans argent, sans rien. Il m'a dit que j'avais eu de la chance, que j'avais découvert le plan à temps, et que maintenant nous devions agir vite. Je lui ai demandé ce que je pouvais faire. Il m'a dit que nous devions d'abord sécuriser mon appartement, que personne ne pouvait le vendre ou le transférer sans ma présence physique et mon identification, qu'il mettrait des alertes sur l'acte de propriété, que je devais changer mes mots de passe, que je ne devais rien signer. Absolument rien. Sans le consulter d'abord. Il m'a également suggéré autre chose, quelque chose qui, à l'époque, me semblait extrême, mais que je comprends maintenant était nécessaire. Il m'a dit, Madame Grace, vous avez le droit de leur demander de partir. C'est votre appartement. Vous n'avez signé aucun contrat de location avec eux. Ils sont là grâce à votre bonne volonté. Et cette bonne volonté peut prendre fin quand vous le décidez. Vous pouvez leur donner un préavis de 30 jours. Ou si vous vous sentez en danger, vous pouvez changer les serrures. C'est votre droit légal. Changer les serrures. L'idée m'a terrifié, mais elle m'a aussi libéré parce que cela signifiait que j'avais le pouvoir, que je pouvais récupérer mon espace, ma paix, ma vie. J'ai quitté ce bureau avec un plan. M. Harrison m'a donné des documents à signer, des autorisations pour protéger ma propriété. Il m'a donné son numéro personnel. Il m'a dit de l'appeler si quelque chose arrivait. Et il m'a dit autre chose, quelque chose qui m'a fait pleurer. Là, dans son bureau. Vous n'êtes pas une mauvaise mère de vous défendre. Vous êtes une mère intelligente et votre fils doit apprendre cette leçon parce que si vous ne la lui apprenez pas, la vie la lui apprendra d'une manière beaucoup plus difficile. Il avait raison. Marc devait se réveiller et je devais être forte. Pour la première fois de ma vie, je devais faire passer mes besoins en premier avant ceux de mes fils, avant ceux de quiconque. Je suis rentré chez moi avec un sentiment étrange. La peur, mais aussi quelque chose comme de l'espoir. Chloé était dans le salon avec ses cartons. Elle ne m'a même pas salué. Marc n'était pas là. Il était parti pour un dîner de travail. Parfait. Je suis entré dans ma chambre. J'ai fermé la porte à clé et j'ai commencé à tout organiser. Les documents que Monsieur Harrison m'avait donnés, les enregistrements, les photos, tout dans un dossier, tout étiqueté, tout prêt pour quand j'en aurais besoin parce que je savais que j'en aurais besoin. Je savais que ça allait exploser. Mais cette fois, je serais préparé. Cette fois, je n'allais pas être la victime. J'allais être celle qui fixait les règles. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Je suis resté éveillé, pensant à tout ce qui s'était passé, à la façon dont j'en étais arrivé là, à la façon dont une femme qui avait travaillé toute sa vie, qui avait élevé un fils seul, qui s'était battu contre le monde pour survivre, devait maintenant se battre contre sa propre famille pour garder sa maison. C'était injuste. C'était douloureux, mais c'était réel. Et je n'allais plus fuir cette réalité. J'allais l'affronter avec tout ce que j'avais. Parce que si 40 ans à récurer les sols m'avaient appris
Quelque chose, c'était ceci. Les tâches ne disparaissent pas d'elles-mêmes. Il faut les récurer. Il faut les faire disparaître. Même si ça fait mal, même si c'est fatigant, même si on se casse les mains en essayant. Et Chloé était là. Plus grande tâche que j'ai jamais eu à nettoyer de ma vie. Les jours suivants ont été une performance. Je faisais comme si tout était normal. Je souriais quand je devais sourire. J'acquiesçais quand Chloé parlait. Je ne discutais pas. Je ne me plaignais pas. Mais à l'intérieur, je construisais ma stratégie pièce par pièce. Chaque matin, je partais travailler comme d'habitude. Mais certains après-midi, je ne rentrais pas directement à la maison. J'allais au bureau de Monsieur Harrison. Nous examinions les documents. Nous planifions. Il m'a appris des choses que je n'avais jamais su. Comment protéger mes actifs? Comment prouver que quelqu'un essayait de me frauder? Comment utiliser la loi à mon avantage? Et surtout, comment ne pas me laisser manipuler émotionnellement? Parce que Chloé était une experte en la matière, à me faire sentir coupable, à me faire sentir comme si j'étais le problème. Un après-midi, alors que je nettoyais un bureau en centre-ville, j'ai reçu un SMS de Marc. Il disait, « Maman, nous devons parler. C'est important ce soir. » Mon estomac se tordit. Je savais ce qui allait arriver. Je savais qu'ils allaient me demander de signer quelque chose. La fameuse procuration. Monsieur Harrison m'avait prévenu que cela arriverait et il m'avait dit exactement quoi faire. Ne pas montrer de peur. Ne pas montrer de colère. Juste écouter et ensuite dire que j'avais besoin de temps pour y réfléchir. Que je ne signerais rien sans l'avoir lu attentivement. Que c'était mon droit. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai rangé mon téléphone et j'ai continué à nettoyer parce que le nettoyage m'avait toujours calmé. Le mouvement répétitif, l'odeur du savon, l'éclat du sol après avoir passé la serpillière. Cela me donnait l'impression d'avoir encore le contrôle de quelque chose. Je suis rentré à 19h. Marc et Chloé étaient assis dans le salon, sérieux, comme s'ils étaient sur le point de me donner de mauvaises nouvelles. Je me suis assise en face d'eux. Marc s'est éclairci la gorge. Il a regardé Chloé. Elle a hoché la tête et puis il a commencé, « Maman, nous avons beaucoup réfléchi à ton avenir, à ton bien-être. Nous savons que tu travailles dur, que tu te fatigues. Que tu n'es plus aussi jeune qu'avant. » Je n'ai rien dit. Je l'ai juste regardé. Il a continué, « Nous avons vu de très belles résidences, des endroits où il y a des infirmières toute la journée, où tu peux faire des activités avec des gens de ton âge, où tu n'as pas à t'inquiéter de quoi que ce soit, et nous pensons que ce serait bien pour toi. » Chloé a renchéri avec cette voix mielleuse que je détestais tant. « Oui, maman. C'est juste que nous nous inquiétons pour toi. Et si tu tombes et que tu es seule? Et si tu tombes malade? Nous travaillons toute la journée. Nous ne pouvons pas prendre soin de toi comme tu le mérites. Prendre soin de moi. » Quelle ironie. Il ne m'avait jamais prise en charge. Mais je suis restée silencieuse. J'ai attendu. Et puis Marc a sorti des papiers. Il les a posés sur la table et a dit, « Pour faciliter la transition, nous avons besoin que tu signes ceci. C'est une procuration. Ainsi, nous pourrons nous occuper de la vente de l'appartement et de toute la paperasse. Comme ça, tu n'auras pas à t'inquiéter de quoi que ce soit de légal. Nous nous occuperons de tout. » C'était ça. Le plan noir sur blanc. Il voulait que je signe ma vie. Ma maison, mon avenir, tout entre leurs mains. J'ai regardé les papiers. Puis je les ai regardés et avec la voix la plus calme que j'ai pu rassembler, j'ai dit « J'ai besoin de lire ceci attentivement et de consulter quelqu'un. Je ne signe
Rien sans comprendre pleinement ce que cela signifie. Le visage de Chloé a changé immédiatement. Son sourire a disparu et elle a dit d'un ton plus dur. Consulter qui? Nous sommes ta famille. Tu ne nous fais pas confiance? C'était ça. La manipulation, la culpabilité. Mais cette fois, ça n'allait pas marcher. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit, ce n'est pas une question de confiance. C'est une question de responsabilité. Ce sont des documents légaux. J'ai besoin de bien les comprendre. Marc s'est fâché. J'ai vu sa mâchoire se serrer. Maman, ne rends pas ça difficile. C'est juste un bout de papier pour t'aider. Pour m'aider. Pour me voler, tu veux dire. Mais je ne l'ai pas dit. J'ai juste répété. J'ai besoin de temps. Une semaine. Pour le lire. Correctement. Chloé s'est levée brusquement. Elle a attrapé les papiers avec colère et a dit, tu es incroyable. Nous t'offrons de l'aide et tu nous traites comme des criminels. Tu es si ingrate. Et elle est allée dans sa chambre, claquant la porte. Marc m'a regardé avec déception. Il n'a rien dit. Il a juste secoué la tête et l'a suivi. Je suis restée seule dans le salon, tremblante, mais ressentant aussi quelque chose d'étrange. De la fierté. Parce que je n'avais pas cédé. Je n'avais pas signé. J'avais dit non. Et c'était un pouvoir que j'avais oublié avoir. Ce soir-là, j'ai entendu Chloé crier depuis sa chambre. Je n'ai pas tout compris ce qu'elle disait, mais j'ai entendu des mots. Comme têtue, vieille, stupide. J'ai entendu Marc essayer de la calmer. Et puis j'ai entendu quelque chose qui m'a brisé le cœur. Chloé a dit, si elle ne signe pas, nous devons la faire partir autrement. Nous ne pouvons pas continuer à attendre. Cet appartement vaut beaucoup d'argent. Et je ne vais pas le perdre. À cause de ta mère. Et Marc n'a rien dit. Il ne l'a pas défendu. Il ne m'a pas défendu. Il n'y avait que le silence. Et ce silence m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Mon fils n'était plus de mon côté. Peut-être qu'il ne l'a jamais vraiment été. Peut-être qu'il n'a toujours été que du côté de son propre confort. Le lendemain matin, j'ai appelé Monsieur Harrison. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il m'a dit que j'avais fait exactement ce qu'il fallait, que je ne devais rien signer, absolument jamais, et que maintenant nous devions accélérer le plan. Il m'a demandé si j'étais prête à franchir la prochaine étape, à changer les serrures, à récupérer mon espace, à les expulser légalement de mon appartement. Je lui ai dit oui, que j'étais prête, que je ne pouvais plus vivre comme ça, que je préférais être seule que de me sentir envahi chez moi. Il m'a dit qu'il me trouverait un serrurier de confiance, que nous ferions ça un jour où Marc et Chloé seraient absents, que ce serait rapide et légal, et qu'il serait là avec moi pour tout. Nous avons choisi le jour, un vendredi. Marc avait une conférence de travail qui durait toute la journée. Chloé avait mentionné qu'elle irait voir sa mère l'après-midi. Ce serait le moment parfait. Monsieur Harrison a tout coordonné. Le serrurier arriverait à 14 heures. J'appellerai au travail pour dire que j'étais malade et à 16 heures, mon appartement aurait de nouvelles serrures. Personne ne pourrait entrer sans ma permission. Personne. L'idée me terrifiait. Mais elle me donnait aussi un sentiment de liberté que je n'avais pas ressenti depuis des années. Parce que pour la première fois depuis longtemps, j'allais décider qui entrait dans ma vie et qui restait dehors. Les jours précédents ont été angoissants. Chloé agissait comme si rien ne s'était passé. Elle continuait à se déplacer chez moi comme si c'était chez elle. Elle continuait à apporter des cartons. Elle continuait à faire des projets. Un jour, je l'ai entendue au téléphone avec quelqu'un.
Parlant de remodeler la cuisine. Ma cuisine. Elle parlait de couleurs, de nouvelles armoires, de tout changer, comme si je n'existais plus, comme si j'étais déjà parti. Et peut-être que dans son esprit, j'étais parti. Peut-être qu'elle m'avait déjà effacé, mais j'étais toujours là. Et bientôt, elle allait le découvrir de la pire des manières. Jeudi soir, je n'ai presque pas dormi. Je suis resté éveillé, fixant le plafond, pensant à tout ce qui allait se passer, à la façon dont il réagirait, à savoir si Marc me pardonnerait un jour, à savoir si je faisais ce qu'il fallait. Mais ensuite, je me suis souvenu des mots d'Evelyne. L'amour d'une mère ne signifie pas se laisser piétiner. Et je me suis souvenu des mots de Monsieur Harrison. Vous n'êtes pas une mauvaise mère de vous défendre. Et je me suis souvenu de quelque chose de plus important. Je me suis souvenu de la femme que j'étais avant tout cela. La femme qui travaillait 3/4 de travail. Celle qui a élevé un fils. Seule. Celle qui a combattu le monde sans abandonner. Cette femme était toujours en moi. Elle était juste endormie, attendant le moment de se réveiller. Et demain, elle allait se réveiller en rugissant. Le vendredi est arrivé. Je me suis levé tôt, plus tôt que d'habitude. J'ai fait du café. Je l'ai bu en regardant par la fenêtre. Le soleil se levait à peine. Tout était calme. Paisible. C'était ironique parce que dans quelques heures, tout allait exploser. Marc est parti à 7 heures. Il m'a fait un baiser sur le front comme toujours. Il ne savait pas que ce serait le dernier baiser qu'il me donnerait avant longtemps. Chloé est partie à 9 heures. Elle n'a même pas dit au revoir. Elle a juste pris son sac et est partie. J'ai entendu la porte se fermer. J'ai entendu ses pas s'éloigner dans le couloir. Et puis j'ai respiré. Pour la première fois depuis des mois, j'ai pris une profonde inspiration sans sentir que quelqu'un me regardait, sans sentir que quelqu'un jugeait chacun de mes mouvements. J'ai appelé le travail. Je leur ai dit que j'étais malade, que je ne pouvais pas venir. Cela semblait crédible parce que ma voix tremblait, mais ce n'était pas à cause de la maladie. C'était à cause de la peur, des nerfs, de l'anticipation. Puis j'ai appelé Monsieur Harrison. Je lui ai dit qu'ils étaient partis, que la voie était libre. Il m'a dit que le serrurier arriverait dans 1 heure, que je devais me préparer, que je devais prendre tout ce qui avait de la valeur dans les espaces partagés, que je devais le mettre en sécurité dans ma chambre au cas où. J'ai obéi. J'ai parcouru ma maison en ramassant mes affaires, le vase de mon mari, les photos de famille qui étaient encore sur les murs, ma boîte à souvenirs que je gardais dans un placard du salon. J'ai tout mis dans ma chambre, et à chaque objet que je sauvais, j'avais l'impression de sauver des morceaux de mon âme. À 14 heures pile, la sonnette a retenti. C'était le serrurier, un jeune homme, poli. Il m'a montré sa carte d'identité. J'ai expliqué brièvement la situation. Il a hoché la tête. Il m'a dit qu'il avait déjà vu des cas comme celui-ci, que je ne devais pas m'inquiéter, que dans une demi-heure tout serait prêt. Il a commencé à travailler. Je me suis assise sur le canapé en le regardant, écoutant les sons métalliques des outils, la perceuse, les nouvelles pièces emboîtées. Chaque son était une libération. Chaque nouvelle pièce était un bouclier, une barrière, une façon de dire « c'est à moi » et personne d'autre n'entrera sans ma permission. 30 minutes plus tard, il m'a remis 2 jeux de nouvelles clés. Il m'a expliqué comment elles fonctionnaient. Il m'a assuré que personne avec les anciennes clés ne pourrait ouvrir la porte. Il m'a souhaité bonne chance et il est parti. Je me suis tenu devant la porte avec les nouvelles clés à la main, brillantes, lourdes, puissantes. Je les ai serrées contre ma poitrine et j'ai pleuré. J'ai pleuré de soulagement. J'ai pleuré de
Peur. J'ai pleuré de culpabilité. Mais surtout, j'ai pleuré de liberté. Parce que pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression que ma maison était de nouveau la mienne. Que j'étais de nouveau la propriétaire de ma vie. J'ai séché mes larmes, j'ai pris une profonde inspiration, puis j'ai commencé à me préparer à ce qui allait arriver. Parce que je savais que lorsque Chloé arriverait et verrait qu'elle ne pouvait pas entrer, elle allait faire une scène monumentale, et je devais être prête. Monsieur Harrison est arrivé. À 16 heures. Il a frappé avec le code que nous avions convenu. 3 coups. Pause. 2 coups. J'ai ouvert. Il est entré avec sa mallette. Il m'a demandé comment je me sentais. Je lui ai dit la vérité, terrifié, mais ferme. Il a souri. Il m'a dit que c'était normal, que l'important était de ne pas douter maintenant. Que c'était légal, que c'était mon droit. Il m'a tendu une enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre qu'il avait rédigée. C'était une notification formelle. Elle disait que Marc et Chloé avaient 30 jours pour quitter l'appartement, que toute tentative d'entrer sans ma permission serait considérée comme une intrusion, que je pouvais appeler la police si nécessaire. Il m'a dit que lorsqu'ils arriveraient et ne pourraient pas entrer, je devais leur donner cette lettre sous la porte sans l'ouvrir, sans discuter, juste la lettre et le silence. Il a expliqué qu'ils essaieraient probablement de me manipuler, qu'ils crieraient, qu'ils pleureraient, que Marc me dirait des choses douloureuses, que Chloé m'appellerait un monstre, mais que je ne devais pas ouvrir cette porte, que je ne devais pas céder, que si je cédais, tout aurait été en vain. Il m'a fait promettre que je ne l'ouvrirais pas. Je lui ai promis. Même si mon cœur se brisait déjà à l'idée du visage de Marc quand il verrait qu'il ne pouvait pas entrer. Monsieur Harrison est resté avec moi jusqu'à 18 heures. Nous avons bu du thé. Nous avons parlé de choses sans importance. Je pense qu'il le faisait pour me distraire, pour calmer mes nerfs et ça a un peu marché. À 18 heures, il est parti. Il m'a redonné son numéro. Il m'a dit de l'appeler si quelque chose arrivait, n'importe quoi. Et il m'a laissé seul. Seul avec mes nouvelles clés. Seul avec ma décision. Seul avec ma peur. Les heures passèrent. Lentement. Si lentement. Je me suis assise dans mon salon maintenant silencieux. Pas de carton. Pas d'étrangers. Pas de musique forte. Juste moi. Et le silence. Un beau silence. Un silence dont j'avais oublié le son. J'ai allumé la télévision. J'ai regardé les infos, mais je ne faisais pas attention. Mon esprit était sur la porte, attendant, sachant qu'à tout moment tout allait exploser. Et puis à 23 heures, j'ai entendu l'ascenseur. J'ai entendu des pas. J'ai entendu des voix. Marc et Chloé. Ils arrivaient. Mon cœur a commencé à battre si fort que je pensais qu'il allait éclater de ma poitrine. Je les ai entendus s'approcher. J'ai entendu la clé entrer dans la serrure. Et puis j'ai entendu le son qui allait tout changer. Le son d'une clé qui ne fonctionne pas. Qui tourne. Mais n'ouvre pas. Qui se bloque. Qui ne rentre pas. Il y eut un silence. Puis, j'ai entendu Chloé dire, « Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ça ne s'ouvre pas ?» Marc a réessayé. Rien. Il a réessayé encore et encore et encore. Et puis j'ai entendu sa voix, confuse, inquiète. Ça ne marche pas. La clé ne marche pas. Chloé a essayé sa clé. Rien non plus. Et c'est là que ça a commencé. D'abord ce fut la confusion, puis ce fut la panique, et enfin ce fut la fureur. Chloé a commencé à frapper à la porte. Maman, ouvre la porte. La clé ne marche pas. Ouvre. Je n'ai pas bougé.
Je suis resté assise sur mon canapé avec l'enveloppe à la main. Respirant. Juste respirant. Les coups sont devenus plus forts, plus désespérés. Grace, ouvre cette porte tout de suite. Que as-tu fait? Tu as changé les serrures? Tu es folle? Marc a commencé à frapper aussi. Maman, ouvre. Qu'est-ce qui se passe? Maman, s'il te plaît. Sa voix m'a brisé. Elle m'a déchiré en deux, mais je ne me suis pas levé. Je ne suis pas allé à la porte. Je suis resté là, ferme, me souvenant de tout ce qui s'était passé. Tout ce qu'ils m'avaient fait, tout ce qu'ils avaient prévu de me faire. Et puis Chloé a complètement perdu le contrôle. Elle a commencé à crier comme elle n'avait jamais crié auparavant. Ouvre cette foutue porte. C'est ma maison. Toutes mes affaires sont là-dedans. Tu ne peux pas nous faire ça. C'est illégal. Et elle a frappé. Elle a frappé si fort que j'ai cru qu'elle allait casser la porte. Les lumières des voisins ont commencé à s'allumer. J'ai entendu des portes s'ouvrir. Quelqu'un a demandé ce qui se passait. Chloé leur a crié que je les avais mis à la rue, que j'avais changé les serrures sans leur dire, que j'étais une vieille folle. Et puis est venu le cri. Le cri qui a réveillé tout l'immeuble. Le cri qui a fait aboyer les chiens. Le cri qui a fendu les murs comme un couteau. Chloé a crié de toute son âme. Grace, tu vas le regretter. Je jure que tu vas le regretter. Et elle a continué à frapper. Marc a essayé de la calmer, mais elle était hors de contrôle. Et puis il a explosé, lui aussi. Il a commencé à crier, « Maman, comment as-tu pu? Qui t'a donné la permission? Ouvre cette porte maintenant. Tu ne peux pas nous faire ça. Je suis ton fils. » Et ces mots m'ont blessé plus que tout le reste. Parce qu'il avait raison. Il était mon fils, le fils que j'ai élevé, le fils que j'aimais. Et maintenant il était de l'autre côté de la porte, me criant dessus. Comme si j'étais son ennemi. Je me suis levé. J'ai marché vers la porte avec l'enveloppe à la main et je l'ai glissée dessous. En silence, l'enveloppe est apparue de l'autre côté de la porte. Il y a eu un bref silence. J'ai entendu quelqu'un l'a ramassé. Puis j'ai entendu le bruit du papier qui se déchire. Et puis j'ai entendu la voix de Marc lire à haute voix. D'abord en silence, puis à voix basse, et enfin à haute voix, pour que Chloé puisse entendre. Avis d'expulsion. Vous avez 30 jours pour retirer vos affaires. Toute tentative non autorisée d'entrée sera signalée aux autorités. Signé, Grace Herrera. Chloé a explosé à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas seulement de la fureur. C'était de l'hystérie. C'était de la panique parce qu'elle venait de réaliser qu'elle avait perdu. Que son plan avait échoué. Que je n'étais pas la vieille femme folle qu'elle pensait que j'étais. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas légal. Tu ne peux pas nous chasser comme ça. Nous vivons ici. Nous avons des droits. Elle a crié, sa voix se brisant. Elle a frappé à la porte, mais plus avec force. Maintenant, c'étaient des coups désespérés de quelqu'un qui sait qu'il a perdu. Marc a essayé de parler. Sa voix était différente, plus douce. Plus brisée. Maman, s'il te plaît, parlons. Ouvre la porte. Nous pouvons résoudre ça. Ça ne doit pas être comme ça. Mais je n'ai pas répondu. Je suis resté de l'autre côté, le dos contre la porte, sentant chaque coup comme s'il était contre mon propre cœur. Mais je n'ai pas cédé. Je n'ai pas ouvert. Parce que si j'avais ouvert à ce moment-là, tout aurait été en vain. Toute la douleur. Toute la peur, tout le courage que j'avais rassemblé pour arriver ici. Tout aurait été perdu en une seconde de faiblesse.
J'ai entendu Evelyne sortir de son appartement. Sa voix était calme mais ferme. Il est minuit. Vous réveillez tout l'immeuble. Si vous ne vous calmez pas, je vais appeler la police. Chloé s'est retournée contre elle. Ce n'est pas votre problème, vieille femme curieuse. Occupez-vous de vos affaires. Mais Evelyne n'a pas scié. Mes affaires, c'est de pouvoir dormir en paix. Et vous troublez la paix. Vous avez deux options. Vous vous calmez ou j'appelle la police. C'est vous qui décidez. Marquet. Intervenu. Madame Evelyne, s'il vous plaît. C'est un malentendu. Ma mère nous a enfermés dehors. Nous devons entrer. Evelyne l'a regardé et d'une voix que je ne lui avais jamais entendue, elle a dit. Marc, je connais votre mère depuis qu'elle a emménagé dans cet immeuble. C'est une femme bien. Et si elle vous a enfermé dehors, c'est qu'elle avait ses raisons. De bonnes raisons. Maintenant. S'il vous plaît, partez ou je passe l'appel. Il y a eu un nouveau silence. Et puis j'ai entendu les pas de Chloé s'éloigner, descendant les escaliers. Elle n'a pas attendu l'ascenseur. Elle a juste couru comme un animal blessé. Marquet. Restez un instant de plus. Je l'ai entendu respirer de l'autre côté de la porte. Lourdement, fatigué, vaincu. Et puis il a parlé. Mais cette fois, il n'a pas crié. Il a parlé bas. Si bas que j'ai dû me rapprocher de la porte pour l'entendre. Maman, je ne comprends pas pourquoi tu as fait ça. Je pensais que tu m'aimais. Je pensais que je pouvais toujours compter sur toi. Mais je suppose que je me suis trompé. Et puis il est parti. J'ai entendu ses pas s'éloigner. Aussi, lent, lourd, et quand le silence est enfin venu, je me suis effondré. Je suis tombé par terre, le dos contre la porte. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré. Comme je n'avais pas pleuré depuis des années parce que je venais de perdre mon fils. Ou peut-être que je venais juste de réaliser que je l'avais perdu il y a longtemps. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là par terre à pleurer. Mais à un moment donné, j'ai entendu un doux coup à ma porte. Le code d'Evelyne, 3 coups, pause, 2 coups. Je me suis levé. J'ai essuyé mon visage. J'ai ouvert. Elle est entrée sans un mot. Elle m'a serré dans ses bras. Et j'ai pleuré à nouveau, mais cette fois dans les bras de quelqu'un qui me comprenait, quelqu'un qui savait à quel point cela avait été difficile. Nous sommes assis sur le canapé. Evelyne m'a préparé du thé, comme elle le faisait toujours, et quand j'ai enfin pu parler, j'ai dit, ai-je fait ce qu'il fallait? Elle a pris ma main. Elle m'a regardé dans les yeux et a dit. Grace, tu as fait la seule chose que tu pouvais faire. Te défendre? Ce n'est jamais une erreur. Jamais. Elle m'a dit qu'elle avait tout entendu, que les autres voisins aussi, que tout le monde savait ce que Chloé faisait, qu'il l'avait vu aller et venir avec des cartons, avec des gens étranges, qu'il avait entendu les fêtes, les cris, que tout le monde savait. Mais personne ne savait comment m'aider, et que maintenant tout le monde était de mon côté, que si j'avais besoin de témoins pour quoi que ce soit de légal, elle serait là. Première à témoigner. Ces mots m'ont donné une force dont je ne savais pas que j'avais besoin parce que j'ai réalisé que je n'étais pas seul. Qu'il y avait des gens qui me voyaient, qui me soutenaient, qui comprenaient ma douleur. Evelyne est restée avec moi jusqu'à 2 heures du matin. Et quand elle est partie, je me suis senti un peu moins brisé, un peu moins seul. Je suis allé me coucher mais je n'ai pas pu dormir. Je suis resté éveillé à fixer le plafond. Pensant à Marc, à son visage quand il était enfant, à la façon dont il me serrait dans ses bras quand il avait peur. À la façon dont il me disait que j'étais la meilleure maman du monde. Où était passé ce garçon? Quand était-il devenu l'homme qui me criait dessus de l'autre côté de la porte?
Quand avait-il cessé de me voir comme sa mère et commencé à me voir comme un obstacle? Je n'avais pas de réponse. Je n'avais que des questions et de la douleur. Beaucoup de douleur. Mais j'avais aussi autre chose. J'avais retrouvé ma maison. J'avais ma paix. J'avais ma dignité. Et cela devait suffire pour l'instant. Les jours suivants furent étranges. La maison était silencieuse, un silence absolu. Il n'y avait plus de musique, plus de cris, plus de cartons, plus d'étrangers, juste moi. Et au début, ce silence m'a fait peur parce que je l'avais tellement désiré. Que quand je l'ai enfin eu, je ne savais pas quoi en faire. Je m'asseyais dans mon salon et j'écoutais le réfrigérateur, les voitures dans la rue, les oiseaux. Le matin. Des sons simples, des sons que j'avais oubliés. Et lentement, j'ai commencé à guérir, à me rétablir, à me souvenir ce que c'était de vivre sans peur, sans anxiété, sans le sentiment constant d'être envahi. Mais Marc n'a pas abandonné. Il a commencé à m'appeler 10 fois par jour, 20. Je n'ai pas répondu. Puis les SMS ont commencé. Au début, ils étaient furieux. Maman, c'est ridicule. Ouvre la porte. Nous devons parler. Tu ne peux pas nous faire ça. Je vais prendre un avocat. Mais je n'ai pas répondu. Monsieur Harrison m'avait dit de ne pas le faire. Que toute communication devait être écrite et passer par lui pour me protéger, pour que tout soit documenté. Puis les messages ont changé. Ils sont devenus plus doux, plus manipulateurs. Maman, tu me manques. Je ne comprends pas ce que j'ai fait de mal. Je t'ai toujours aimé. Pourquoi me fais-tu ça? Et ces messages faisaient plus mal parce qu'ils touchaient la blessure la plus profonde. La culpabilité. Cette culpabilité maternelle qui ne disparaît jamais. Cette voix qui vous dit que peut-être vous êtes la méchante. Peut-être que vous avez réagi de manière excessive. Peut-être que vous devriez pardonner. Mais ensuite, je me souvenais. Je me souvenais de Chloé avec l'agent immobilier. Je me souvenais des plans pour me mettre dans une maison de retraite. Je me souvenais de la procuration qu'il voulait que je signe. Je me souvenais de chaque humiliation, de chaque manque de respect, de chaque moment où je me suis senti invisible chez moi. Et la culpabilité s'est estompée parce que ce que j'ai fait n'était pas de la cruauté. C'était de la survie. C'était de l'amour de soi. C'était de la justice. Un après-midi, alors que je nettoyais ma maison, j'ai trouvé quelque chose sous le canapé. Un jouet. Une petite voiture. De quand Marc était enfant. Je l'ai ramassée. Je l'ai nettoyée et je me suis assise avec elle dans les mains. Je me suis souvenu quand je lui ai donné. Il avait 5 ans. Il était si heureux. Il a joué avec cette voiture pendant des années. Et maintenant la voici, oubliée sous un canapé. Comme notre relation. Oubliée, enterrée, brisée. J'ai pleuré à nouveau, mais cette fois c'était différent. Je n'ai pas pleuré pour ce que j'ai fait. J'ai pleuré pour ce que j'ai perdu. Parce que la vérité est que je n'ai pas perdu mon fils quand j'ai changé les serrures. Je l'ai perdu bien avant cela. Je l'ai perdu quand il a cessé de m'écouter. Quand il a choisi Chloé plutôt que moi dans chaque dispute. Quand il a cessé de me voir comme une personne avec des sentiments et a commencé à me voir comme quelqu'un dont il pouvait profiter. Changer les serrures n'a fait que rendre visible une perte qui s'était déjà produite. Et accepter cela a été la partie la plus douloureuse de tout. J'ai rangé la voiture. Je l'ai mise dans ma boîte à souvenirs avec les photos, avec les vieilles lettres, avec tout. Ce qui restait du garçon que j'ai élevé parce que l'homme qu'il est devenu n'était plus le mien. Et peut-être qu'il ne l'a jamais vraiment été. Une
Semaine a passé. Puis 2, les messages de Marc sont devenus moins fréquents. Les appels aussi. Et un jour, ils ont juste cessé. Silence total. Et je ne sais pas si cela m'a soulagé ou m'a brisé davantage parce que cela signifiait qu'il avait abandonné. Qu'il avait choisi Chloé, qu'il avait choisi le ressentiment. Et que je devrais apprendre à vivre avec ce choix. Mais cela signifiait aussi que j'étais libre, que je pouvais recommencer, que je pouvais reconstruire ma vie sans peur, sans invasion, sans manipulation. Et même si ça faisait mal, même si je me réveillais la nuit avec une oppression dans la poitrine, je savais que j'avais fait ce qu'il fallait. Parce que parfois aimer signifie laisser partir. Et parfois survivre signifie fermer des portes, même si ce sont les portes de votre propre fils. 3 semaines après avoir changé les serrures, j'ai reçu un appel de Monsieur Harrison. Il m'a dit que Marc avait contacté un avocat, qu'il essayait de prouver que je n'avais pas le droit de les chasser, qu'ils avaient vécu là pendant plus d'1 an, et que cela leur donnait des droits de locataire. Mon cœur s'est emballé. Je lui ai demandé s'il pouvait gagner. Monsieur Harrison a ri d'un rire doux mais confiant. Il m'a dit non, qu'il n'avait jamais payé de loyer. Qu'il n'y avait pas de contrat, qu'il vivait là par ma bonne volonté. Et que cette bonne volonté avait pris fin, que n'importe quel juge serait de mon côté, surtout avec les preuves que nous avions, les enregistrements, les photos, les témoignages. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter, qu'il s'occuperait de tout. Et que je recevrais probablement une lettre de l'avocat de Marc dans quelques jours. Que je ne devais pas répondre, que je devais la lui envoyer directement. Et c'est ce que j'ai fait. La lettre est arrivée 4 jours plus tard. Elle était longue, pleine de mots juridiques que je comprenais à peine, mais le message était clair. Marc m'accusait d'abandon émotionnel, de cruauté, de les avoir mis à la rue sans justification. Il disait qu'il s'était occupé de moi pendant des années, qu'il m'avait soutenu, que j'agissais de manière irrationnelle en raison de mon âge avancé, que j'avais probablement besoin d'une aide psychiatrique. Chaque mot était un couteau parce que mon propre fils utilisait mon âge comme une arme. Il disait à un juge que j'étais sénile, que je ne savais pas ce que je faisais, que j'avais besoin de quelqu'un d'autre pour prendre des décisions à ma place. C'était exactement ce que Chloé avait planifié depuis le début, et maintenant Marc l'exécutait. J'ai envoyé la lettre à Monsieur Harrison. Il l'a lue et il m'a appelé 2 heures plus tard. Il était en colère. Je pouvais l'entendre à sa voix. Il m'a dit que cette lettre était une insulte, que c'était de la pure manipulation, mais que c'était aussi une bénédiction parce que maintenant nous avions des preuves écrites de leurs intentions, de la façon dont ils me voyaient, de la façon dont ils prévoyaient de me déclarer incompétente pour prendre ma propriété. Il m'a dit qu'il allait répondre à cette lettre, avec toutes les preuves que nous avions, avec les enregistrements où Chloé parlait d'eux. La procuration, avec les photos de l'agent immobilier dans mon appartement, avec tout, et que quand il aurait fini, n'importe quel juge verrait exactement qui était la victime ici. Je me suis senti soulagé, mais aussi profondément triste parce que ce n'était plus une querelle de famille. C'était une bataille juridique. Froide, impersonnelle, douloureuse. Les jours se sont transformés en semaines. J'ai continué ma routine. Je travaillais. Je nettoyais des bureaux. Je rentrais chez moi. Mais maintenant ma maison était différente. C'était de nouveau la mienne. Lentement, j'ai commencé à me réapproprier les espaces. J'ai sorti les horribles meubles que Chloé avait apportés. Je les ai jetés. J'ai remis mon vieux fauteuil, celui que j'aimais, celui qui était confortable. J'ai réaménagé le salon comme avant. J'ai remis mes photos au mur, mon vase sur la table. Chaque changement était une libération. C'était comme enlever des couches de saleté que je ne savais pas que je portais.
Et petit à petit, mon appartement a recommencé à ressembler à une maison, pas à un champ de bataille. Evelyne est venue me voir souvent. Nous buvions du thé. Nous parlions. Elle m'a raconté des histoires sur ses propres enfants, sur la façon dont les enfants déçoivent. Parfois, sur la façon dont parfois l'amour ne suffit pas. Et ces mots m'ont réconforté parce qu'ils m'ont fait me sentir moins seul dans cette douleur. Ils m'ont fait comprendre que je n'étais pas la seule mère à avoir dû prendre des décisions difficiles. Que je n'étais pas la seule à avoir dû choisir entre son fils et sa propre survie. Et que choisir la survie ne faisait pas de moi une mauvaise mère. Cela faisait de moi un être humain. Cela me rendait forte. Cela me rendait courageuse. Un jour, alors que je nettoyais un bureau, j'ai trouvé un magazine. Il était ouvert sur un article sur la maltraitance familiale. Il parlait de la façon dont de nombreuses personnes âgées subissent la maltraitance. De leurs propres enfants, la maltraitance économique, la maltraitance émotionnelle, la maltraitance psychologique. Et j'ai lu chaque mot comme s'il parlait de moi, de ma situation, de ce que j'avais vécu. Et j'ai réalisé quelque chose d'important. Je n'ai pas exagéré. Je n'ai pas été cruel. J'étais une victime qui a trouvé la force de riposter. Et c'était quelque chose dont je devais être fier. Pas honteuse. J'ai gardé cet article. Je l'ai ramené à la maison et je l'ai mis dans mon dossier de documents, non pas pour le montrer à qui que ce soit, juste pour me rappeler les jours difficiles que ce que j'avais vécu était réel, que je ne l'avais pas imaginé, que je n'étais pas folle. Le premier mois a passé, puis le deuxième, et puis Monsieur Harrison m'a appelé avec des nouvelles. L'avocat de Mark avait retiré l'affaire. Il n'allait pas continuer le procès. Quand j'ai demandé pourquoi, Monsieur Harrison a expliqué qu'ils avaient probablement vu les preuves qu'il avait envoyées et qu'ils avaient réalisé qu'ils n'avaient aucune affaire, que n'importe quel juge verrait les enregistrements et comprendrait exactement ce qui se passait. Que combattre cela ne ferait que les faire paraître pires, et que Chloé avait probablement décidé qu'il était préférable de réduire ses pertes et de passer à autre chose. Je me suis senti soulagé, mais aussi vide, parce que cela signifiait que Mark avait choisi, il avait choisi de ne pas se battre pour notre relation. Il avait choisi d'abandonner. Il avait choisi Chloé plutôt que moi une fois de plus. Et même si c'était ce à quoi je m'attendais, cela faisait mal de le confirmer. Monsieur Harrison m'a également dit autre chose. Il a dit que pendant le processus juridique, il avait fait un peu plus de recherche et qu'il avait découvert que Chloé avait un passé, qu'elle avait fait quelque chose de similaire avec sa famille précédente, avec son premier partenaire. Elle avait essayé de prendre des propriétés qui n'étaient pas les siennes. Elle avait manipulé. Elle avait menti. Et quand elle a été découverte, elle est simplement partie et a trouvé une autre victime. Mark n'était qu'une autre victime, et j'avais été l'obstacle qu'elle devait supprimer. Entendre cela m'a donné un mélange d'émotions. D'un côté, cela confirmait que je n'étais pas folle, que mes instincts étaient corrects, mais d'un autre côté, cela signifiait que mon fils avait été manipulé, trompé, utilisé. Et cela faisait mal d'une manière différente parce que cela signifiait que peut-être il était aussi une victime. Mais une victime qui a choisi de ne pas voir la vérité. J'ai essayé de le contacter une fois. Après avoir appris tout cela, je lui ai envoyé un message. Simple, direct. Mark, j'ai besoin que tu saches quelque chose d'important à propos de Chloé. S'il te plaît, appelle-moi. J'ai attendu. Un jour, 2 jours, une semaine, il n'a jamais répondu. Et c'est là que j'ai compris qu'il avait déjà pris sa décision, qu'il avait choisi de la croire, qu'il avait choisi de me voir comme la méchante, et qu'il n'y avait rien que je puisse faire pour changer cela. La vérité n'avait
pas d'importance. Les faits n'avaient pas d'importance parce que l'amour est aveugle. Et parfois l'amour nous fait choisir les mauvaises personnes et défendre l'indéfendable. Marc avait choisi son chemin, et je devais l'accepter. Même si cela me déchirait de l'intérieur. Les mois ont passé. L'hiver est arrivé. Et avec lui est venue une paix étrange. Une paix que je n'avais pas ressentie. Depuis des années. Je me réveillais sans anxiété, sans peur de trouver quelqu'un. Dans mon espace, sans peur que quelque chose d'autre dans ma vie soit pris sans ma permission. Mon appartement sentait différemment maintenant. Il sentait le café le matin, la soupe l'après-midi. Le mien, propre. J'ai commencé à faire des choses que j'avais cessé de faire. J'ai planté des fleurs sur mon balcon. J'ai acheté de nouveaux coussins pour le canapé. J'ai peint un mur de ma chambre. D'une douce couleur pêche que j'avais toujours aimée. Petit changement. Petite façon de me réapproprier mon espace, ma vie, mon identité. Evelyne m'a présenté à un groupe de femmes de l'immeuble. Nous nous réunissions les jeudis. Nous jouions aux cartes. Nous buvions du thé. Nous parlions. Et j'ai réalisé que beaucoup d'entre elles avaient des histoires similaires. Des enfants qui n'appelaient pas, des familles compliquées, des déceptions. Mais elles avaient aussi des rires. Elles avaient de l'amitié. Elles avaient de la vie. Et elles m'ont appris quelque chose d'important. Que la famille n'est pas toujours le sang. Parfois, la famille, c'est celle qui choisit de rester, qui choisit de vous voir, qui choisit de prendre soin de vous. Et ces femmes étaient devenues ma famille, mon réseau de soutien, mon refuge. Un soir, en regardant la télévision, j'ai vu un reportage. Une femme âgée avait été escroquée par sa propre fille. Elle lui avait pris sa maison, ses économies, tout, et elle l'avait laissée à la rue. La femme pleurait dans l'interview. Elle a dit qu'elle n'aurait jamais pensé que sa fille lui ferait ça, qu'elle faisait confiance, qu'elle aimait, et qu'elle avait tout perdu. Et en la regardant pleurer, j'ai réalisé quelque chose. J'aurais pu être elle si je n'avais pas agi, si je n'avais pas changé ses serrures. Si j'avais signé cette procuration. Je serais dans la rue en ce moment, sans abri, sans rien. Et Marc et Chloé vivraient dans mon appartement, profitant de ce que j'ai construit sans remords. Sans culpabilité. Et cette prise de conscience a effacé la dernière trace de culpabilité qui restait parce que j'ai compris que je n'avais pas seulement sauvé mon appartement, j'avais sauvé ma vie. 6 mois après avoir changé les serrures, ma vie avait trouvé un nouveau rythme. Je me réveillais tôt. Je faisais de l'exercice léger, juste des étirements et des promenades dans le parc. Près de chez moi, quelque chose que je n'avais jamais eu le temps de faire quand Chloé et Marc vivaient avec moi. Je prenais mon petit déjeuner en paix. Je lisais le journal. Petite chose, chose simple, mais elle me remplissait. D'une manière que je n'avais pas connue depuis des années. Je faisais mes quarts de travail. Je rentrais chez moi et ma maison m'accueillait avec le silence. Un silence qui ne me faisait plus peur. Un silence qui était devenu mon meilleur compagnon. Parce que dans ce silence, je pouvais m'entendre. Je pouvais penser. Je pouvais guérir. Evelyne a organisé un petit dîner chez elle. Elle a invité les femmes du groupe du jeudi et moi. C'était de la bonne cuisine maison, des rires, des histoires. Et à un moment de la soirée, Evelyne a levé son verre et a dit « Je veux porter un toast à Grace pour son courage, pour nous avoir appris qu'il n'est jamais trop tard pour se défendre, pour nous avoir rappelé que l'amour de soi n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. » Tout le monde a trinqué et j'ai pleuré, mais cette fois non pas de tristesse, de gratitude. Parce que ces femmes me voyaient, elles m'appréciaient, elles me respectaient. Et c'était quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Je me sentais faire partie
De quelque chose, d'une communauté, d'une famille choisie, et cela a guéri des blessures que je ne savais même pas que j'avais. Un après-midi, alors que je nettoyais un bureau en centre-ville, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. D'habitude, je ne répondais pas aux numéros inconnus, mais quelque chose m'a poussé à répondre. C'était une voix de femme. Jeune, nerveuse. Madame Gress. Je suis désolé de vous déranger. Je m'appelle Sarah. Je suis une amie de Marc. J'ai besoin de vous parler. C'est urgent. Mon cœur s'est arrêté. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Elle a hésité puis a dit, c'est à propos de Chloé. Vous devez savoir la vérité. Pouvons-nous nous rencontrer? J'ai accepté. Nous nous sommes arrangés pour nous rencontrer le lendemain dans un café près de chez moi. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Mon esprit tournait. Quelle vérité? Que s'était-il passé? Était-ce Marc? Des questions sans réponse m'ont tenu éveillé jusqu'à l'aube. Je suis arrivé au café 15 minutes plus tôt. J'ai commandé un thé. Je me suis assise à une table au fond et j'ai attendu. Sarah est arrivée à l'heure. C'était une femme d'une trentaine d'années, élégante avec des yeux tristes. Elle s'est assise en face de moi, a commandé un café, puis elle a commencé à parler. Elle m'a dit qu'elle connaissait Marc par le travail, qu'ils étaient amis depuis des années, qu'elle connaissait Chloé depuis le début, et qu'elle ne l'avait jamais aimée, qu'elle voyait toujours quelque chose de faux en elle, quelque chose de calculateur. Mais elle n'a jamais rien dit parce que ce n'était pas sa place. Elle m'a dit qu'après le départ de Marc et Chloé de mon appartement, les choses avaient empiré. Qu'ils avaient loué un petit endroit. Que Marc travaillait double pour payer le loyer. Que Chloé continuait son affaire mais dépensait tout en vêtements et en luxe. Qu'ils se disputaient constamment. Sarah m'a regardé dans les yeux et a dit, Madame Gress, Chloé a trompé Marc plusieurs fois. Et quand il l'a découvert, elle l'a convaincu que c'était de sa faute, qu'il ne faisait pas attention à elle, qu'il travaillait trop. Marc l'a pardonné parce qu'il est piégé parce qu'elle le manipule. Tout comme elle vous a manipulé. J'ai ressenti une profonde douleur dans ma poitrine pour mon fils, pour ce qu'il traversait. Mais Sarah n'avait pas fini. Elle a continué, et il y a 2 semaines, Marc m'a appelé en pleurant. Il m'a dit que Chloé était partie. Qu'elle l'avait quitté. Qu'elle avait pris tout ce qu'il avait de valeur. Ses économies, son ordinateur, ses vêtements chers, tout. Et elle a disparu. Marc est détruit. Il est seul. Et il commence à tout réaliser. Comment elle l'a utilisé? Comment elle vous a utilisé tous les deux? Je lui ai demandé pourquoi. Elle me racontait ça. Elle a soupiré. Parce que Marc ne va pas vous appeler. Il a trop de fierté, trop de honte, mais il a besoin de sa mère. Il est brisé. Et je sais que vous êtes blessé, aussi. Mais j'ai pensé que vous devriez savoir. Que vous devriez avoir le choix de décider quoi faire avec cette information. Je l'ai remercié. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour digérer tout. Ça. Elle a hoché la tête. Elle m'a donné son numéro et elle est partie. Je suis resté assise dans ce café pendant 1 heure de plus avec mon thé froid. Regardant par la fenêtre, digérant, ressentant, essayant de comprendre quoi faire de tout ça. Une partie de moi voulait courir et trouver Marc, le serrer dans mes bras, lui dire que tout irait bien. Mais une autre partie de moi, la partie qui était encore en train de guérir, me disait d'attendre, que ce n'était pas ma responsabilité, que Marc avait besoin d'apprendre cette leçon seul. Ce soir-là, j'ai parlé avec Evelyne. Je lui ai tout raconté. Elle a écouté sans m'interrompre. Et quand j'ai fini, elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Gress.
Le fait que Chloé l'ait quitté n'efface pas ce que Marc t'a fait. Cela n'efface pas les cris. Cela n'efface pas la lettre de son avocat. Cela n'efface pas qu'il ait choisi de la croire plutôt que toi. Tu peux avoir de la compassion pour sa douleur, mais tu n'as pas à le sauver. C'est un adulte, et les conséquences de ses choix sont les siennes, pas les tiennes. Elle avait raison. Et même si ça faisait mal, même si mon cœur de mère voulait courir le sauver, ma tête savait que je ne pouvais pas, que je ne devais pas, parce que si je le faisais, je lui apprendrais qu'il peut me traiter mal et que je serais toujours là. Et ce n'était pas la leçon que je voulais lui donner. 2 semaines ont passé et puis j'ai reçu un message de Marc. C'était la première fois qu'il m'écrivait depuis des mois. Le message disait, « Maman, je sais que je n'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit. Je sais que je t'ai fait du mal, mais j'ai besoin de te parler, s'il te plaît. » Mon premier instinct a été de répondre immédiatement. Mais je me suis arrêté. J'ai respiré et j'ai appelé Monsieur Harrison. Je lui ai raconté la situation. Je lui ai demandé ce que je devais faire. Il m'a dit, « Madame Gress, vous pouvez lui parler si vous voulez, mais fixez des limites. Rencontrez-vous dans un lieu public, pas dans votre appartement, et ne promettez rien. Écoutez simplement. Voyez s'il y a de vrais remords ou juste un besoin. » J'ai suivi son conseil. J'ai répondu à Marc. Je lui ai dit que nous pouvions nous rencontrer dans un café. Le lendemain à 15 h, il a accepté. Je suis arrivé au café nerveuse. Je n'avais pas vu Marc depuis 6 mois. Je ne savais pas comment j'allais réagir, comment j'allais me sentir. Je me suis assise et j'ai attendu. Il est arrivé 10 minutes en retard. Et quand je l'ai vu, j'ai eu le souffle coupé. Il avait l'air terrible. Il avait perdu du poids. Il avait des cernes sous les yeux. Ses vêtements étaient froissés. Il avait l'air fatigué. Brisé. Il s'est assis en face de moi. Il n'a rien dit pendant un instant. Il m'a juste regardé et puis j'ai vu quelque chose dans ses yeux, quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. Culpabilité, remords, douleur. Il a commencé à parler, sa voix brisée. « Maman, je ne sais même pas par où commencer. J'ai été un idiot, un fils horrible. Je t'ai maltraité. Je t'ai accusé de choses terribles. Et tout ça parce que j'étais aveugle. Parce que je ne voulais pas voir la vérité sur Chloé. » Il a continué à parler. Il m'a tout raconté. Comment Chloé l'avait manipulé. Comment elle l'avait convaincu que j'étais le problème. Comment elle lui avait menti sur tant de choses. Comment elle l'avait utilisé. Et comment elle l'avait finalement laissé sans rien. Il a pleuré. Mon fils adulte a pleuré devant moi comme il le faisait quand il était enfant. Et mon cœur s'est brisé, mais je n'ai pas bougé. Je ne l'ai pas serré dans mes bras. Je ne l'ai pas consolé parce que j'avais besoin d'entendre plus. J'avais besoin de savoir s'il comprenait vraiment ce qu'il m'avait fait ou s'il cherchait juste du réconfort parce que Chloé l'avait quitté. Je lui ai demandé directement. « Marc, si Chloé ne t'avait pas quitté, serais-tu là en ce moment? Aurais-tu réalisé quoi que ce soit ?» Il est resté silencieux. Il a réfléchi. Et puis, avec une honnêteté brutale, il a dit, « Probablement pas. » Et ça me tue de l'intérieur parce que ça veut dire que j'ai eu besoin de tout perdre pour réaliser ce que j'avais, pour réaliser ce que je t'ai fait. Cette honnêteté m'a fait mal, mais elle m'a aussi donné de l'espoir parce que cela signifiait qu'il était sincère. Il n'essayait pas de me manipuler. Il faisait vraiment face à ses erreurs. Je lui ai demandé ce qu'il attendait de moi, ce qu'il voulait. Il a pris une profonde inspiration et a dit, « Je n'attends pas que tu me pardonnes. Je n'attends pas que tu me reprennes.
J'avais juste besoin de te dire que je suis désolé. Que tu avais raison sur tout. Que j'aurais dû t'écouter. Que j'aurais dû te défendre. Et que perdre ta confiance est le prix le plus élevé que j'ai jamais payé dans ma vie. Plus élevé que de perdre Chloé. Plus élevé que de perdre l'argent. Te perdre a été le pire. Et c'était ma faute. Ces mots m'ont touché au plus profond parce que c'étaient les mots que j'avais eu besoin d'entendre. Pas d'excuses, pas de justification, juste de la responsabilité. Juste la vérité. Je lui ai dit que j'appréciais son honnêteté, que j'appréciais ses excuses, mais que je ne pouvais pas simplement oublier tout ce qui s'était passé, que j'avais besoin de temps, que j'avais besoin de voir des actions, pas seulement des mots. Que j'avais besoin de reconstruire la confiance qui était brisée, et que cela ne se ferait pas du jour au lendemain. Il a hoché la tête. Il m'a dit qu'il comprenait, qu'il ne demanderait pas plus que ce que j'étais prêt à donner, qu'il respecterait mon calendrier, que si un jour je pouvais lui pardonner, ce serait un cadeau qu'il ne méritait pas. Nous nous sommes assis en silence un instant, puis je lui ai demandé, « Tu vas bien? Tu as un endroit où vivre ?» Il a hoché la tête. Il m'a dit qu'il louait une petite chambre. Qu'il travaillait dur pour se remettre, qu'il était en thérapie, qu'il essayait de comprendre comment il en était arrivé là, comment il avait tant perdu d'eux lui-même. Nous nous sommes dit au revoir au café. Il n'y a pas eu d'étreinte. Pas de promesse, juste une compréhension silencieuse que ce n'était que le début de quelque chose de nouveau, ou peut-être la fin définitive. Je ne savais pas encore, et ce n'était pas grave de ne pas savoir. Je suis rentré chez moi avec des sentiments mitigés. Un soulagement d'avoir entendu des excuses sincères, de la tristesse pour tout ce qui avait été perdu, et de la prudence. Beaucoup de prudence, car les mots sont faciles. Les actions sont ce qui compte. Et j'avais besoin de voir si Marc avait vraiment changé ou s'il était juste blessé et vulnérable. Le temps le dirait. Et j'avais tout le temps du monde. Parce que maintenant mon temps était le mien. Ma vie était la mienne. Et personne ne me la prendrait plus jamais. Les semaines ont passé. Marc m'envoyait des messages de temps en temps, ne demandant jamais rien, juste partageant comment il allait. Qu'il avait terminé un projet au travail. Qu'il était allé au parc que nous fréquentions quand il était enfant. Qu'il lisait un livre que je lui avais recommandé des années auparavant. Petit message, petite fenêtre sur sa vie. Je répondais brièvement, gentiment, mais avec distance. Parce que je protégeais toujours ma paix. Je guérissais toujours et je n'allais pas précipiter ce processus pour qui que ce soit, pas même pour mon propre fils. Evelyne m'a demandé un jour si j'allais lui pardonner. Je lui ai dit que je ne savais pas, que le pardon n'était pas un interrupteur que je pouvais allumer et éteindre, que c'était un processus long, douloureux, compliqué, et que peut-être il n'arriverait jamais complètement. Et que ce n'était pas grave, que je pouvais vivre avec cette incertitude. 3 mois après notre rencontre au café, Marc m'a demandé à me revoir. Cette fois, il avait quelque chose à me montrer. J'ai accepté. Nous nous sommes rencontrés au même endroit. Il est arrivé avec une boîte en carton pleine d'objets. Il l'a posée sur la table et il a commencé à sortir des objets. Mon vase, celui que Chloé avait rangé dans le placard, des photos de famille qui avaient disparu, mes vieilles draps, la couverture que mon mari m'avait offerte, des choses que je pensais avoir perdues pour toujours. Je lui ai demandé comment il les avait. Il a expliqué que lorsque Chloé était partie, elle avait laissé plusieurs boîtes derrière elle. Des boîtes avec des choses qu'elle avait prises de mon appartement sans ma permission. Des choses qu'elle prévoyait de vendre ou de jeter. Marc les avait sauvées. Il les avait nettoyées. Il les avait protégées. Et maintenant il me les rendait.
Ce n'est pas suffisant pour tout rattraper, a-t-il dit. Mais je voulais que tu récupères ce qui a toujours été à toi. J'ai pris le vase dans mes mains. Je l'ai essuyé avec ma manche et les larmes commençaient à couler parce que ce n'était pas juste un vase. C'était un morceau de mon mari, un morceau de mon histoire, un morceau de moi que je pensais avoir perdu. J'ai regardé marqué pour la première fois depuis des mois, j'ai vu mon fils. Pas l'homme qui m'avait crié dessus, pas l'homme qui avait choisi Chloé. Plutôt que moi, mais le garçon que j'ai élevé. Le garçon qui m'aimait. Le garçon qui était toujours là quelque part sous toute la douleur et les erreurs. Je l'ai remercié, ma voix brisée. Et pour la première fois depuis que j'avais changé les serrures, j'ai senti que peut-être il y avait de l'espoir. Peut-être que tout n'était pas perdu. Peut-être que nous pourrions reconstruire quelque chose de différent de ce que nous avions auparavant. Plus fort, plus honnête, plus réel. Marc a commencé à me rendre visite une fois par mois, toujours dans des lieux publics, jamais chez moi. Je n'étais toujours pas prête pour ça, et il le respectait. Nous parlions de choses simples, du travail, de la météo, des films. Nous ne forcions jamais les conversations profondes. Nous laissions simplement la relation se reconstruire naturellement, lentement, comme une plante qui avait été arrachée par les racines et qui essayait maintenant de repousser. C'était fragile. C'était délicat, mais c'était réel, et c'était suffisant pour l'instant. Evelyne m'a dit qu'elle était fière de moi, que je gérais la situation avec sagesse, que je ne cédais pas trop vite, mais que je ne fermais pas non plus complètement la porte, que je trouvais un équilibre. Et elle avait raison. J'apprenais quelque chose de nouveau. Que l'amour d'une mère ne signifie pas tout sacrifier. Cela signifie fixer des limites saines. Cela signifie enseigner le respect. Cela signifie prendre soin de moi pour pouvoir prendre soin des autres. Un an après avoir changé les serrures, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Marc m'a invité à dîner dans un bon restaurant. Je suis arrivée nerveuse. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Il était déjà assis quand je suis arrivé. Il avait l'air différent, mieux, en meilleure santé, plus en paix. Nous sommes assis. Nous avons commandé de la nourriture. Et puis il a sorti quelque chose de sa poche. C'était une clé, une simple clé. Il me l'a tendue. Je lui ai demandé ce que c'était. Il a souri tristement et a dit, c'est la clé de mon nouvel appartement, un endroit que j'ai payé moi-même. Avec mon travail. Sans l'aide de personne, je veux que tu l'aies. Non pas parce que j'attends que tu viennes, mais parce que je veux que tu saches qu'il y a toujours une place pour toi dans ma vie. Quand tu seras prête, si jamais tu es prête. J'ai pris la clé. Je l'ai regardée, et j'ai ressenti quelque chose d'étrange. De la fierté. De la fierté pour mon fils. Pour sa croissance, pour son effort, pour son indépendance. Je lui ai dit que j'étais fier de lui, que je pouvais voir à quel point il avait changé, à quel point il avait travaillé sur lui-même. Et puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis un an. Je l'ai serré dans mes bras. C'était un câlin court, timide, mais réel. Et quand nous sommes séparés, j'ai vu des larmes dans ses yeux. Merci de ne pas m'avoir abandonné, a-t-il dit. Merci de m'avoir appris la leçon la plus difficile mais la plus importante de ma vie. Je lui ai dit que les enfants ne venaient pas avec un manuel d'instruction, que nous avions tous deux fait des erreurs, que nous avions tous deux appris, et que ce n'était pas une fin heureuse parfaite. C'était simplement un nouveau départ, plus honnête, plus sain, un où nous connaissions tous deux nos limites et les respections. Dans les mois suivants, notre relation a continué de s'améliorer lentement mais sûrement. Marc m'a invité à son appartement. J'y suis allé. C'était petit mais propre, organisé. Le sien
Il n'y avait aucune trace de Chloé. Aucune trace du passé. Juste un homme reconstruisant sa vie à partir de zéro. Il a cuisiné pour moi. Un repas. Simple. Des pâtes à la sauce tomate. Le même genre que je lui faisais quand il était enfant. Et pendant que nous mangions, nous avons parlé de choses dont nous n'avions jamais parlé. De ses peurs, de ses regrets, de la façon dont Chloé avait rempli un vide qu'il ne connaissait même pas, et de la façon dont me perdre l'avait presque détruit. Je lui ai raconté mon processus, la peur que je ressentais, la solitude après avoir changé les serrures, la nuit passée à pleurer, me demandant si j'avais fait ce qu'il fallait, à propos d'Evelyne et des femmes de l'immeuble qui étaient devenues ma famille. Marc m'a demandé s'il pouvait jamais revenir dans mon appartement. Je lui ai dit que je ne savais pas. Que cet espace était toujours mon sanctuaire, mon refuge, et que je devais le garder ainsi pour l'instant. Il a compris. Il n'a pas insisté. Il a juste dit que quand je serais prête, il serait là, et qu'en attendant, il continuerait à me montrer par des actions qu'il avait changé, qu'il était de nouveau digne de confiance, qu'il méritait une seconde chance, non pas avec des mots, avec des actes. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je me suis assise dans mon salon sur mon vieux fauteuil, regardant mon appartement, les murs que j'avais réappropriés, l'espace que j'avais défendu. Et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Une paix complète. Parce que j'avais gagné. Je n'avais pas gagné une guerre contre mon fils. J'avais gagné une guerre. Pour moi-même, pour ma dignité, pour mon droit d'exister dans mon propre espace. Sans peur. 2 ans après avoir changé les serrures, ma vie était complètement différente. Je travaillais toujours, mais moins d'heures. J'avais assez économisé pour réduire mes quarts de travail. Je passais plus de temps avec Evelyne et les femmes de l'immeuble. J'avais adopté un chat, un vieux chat que personne ne voulait du refuge. Son nom était Rusty, et il s'asseyait avec moi tous les soirs sur le canapé. Marc et moi nous voyions toutes les 2 semaines. Parfois au restaurant, parfois à son appartement. Et finalement, un jour, je l'ai invité chez moi. C'était étrange de le revoir là. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, il était mon invité. Pas quelqu'un qui y vivait. Pas quelqu'un qui prenait des décisions concernant mon espace. Juste un invité qui respectait mes règles. Qui appréciait d'être là, qui comprenait le privilège d'entrer par cette porte. Nous avons bu du café. Nous avons parlé. Il a regardé les photos au mur. Les mêmes photos que Chloé avait retirées et qui étaient maintenant de retour. Il m'a interrogé sur le chat. Je lui ai raconté comment je l'avais trouvé. Et à un moment de l'après-midi, alors que le soleil traversait la fenêtre, j'ai réalisé quelque chose. J'avais pardonné. Pas complètement. Peut-être jamais complètement, mais suffisamment. Assez pour avoir une relation. Assez pour avoir la paix, assez pour aller de l'avant. Le pardon n'avait pas été un instant. Cela avait été 2 ans de petits pas, de limites respectées, d'actions qui démontraient un changement. Et maintenant je pouvais enfin respirer dans la même pièce que mon fils sans ressentir de ressentiment. Quand Marc est parti cet après-midi-là, je me suis tenu devant ma porte, la porte avec les nouvelles serrures, les serrures qui avaient tout changé. Et j'ai pensé à la femme que j'étais il y a 2 ans, effrayée, envahie, perdue chez elle. Et je l'ai comparée à la femme que j'étais maintenant, forte, indépendante, la propriétaire de sa vie. Et j'ai souri parce que parfois protéger sa paix n'est pas de l'égoïsme. C'est de la survie. Et changer les serrures n'était que le début de la reprise de ma vie. J'ai appris que l'amour ne signifie pas tout supporter. Que dire non est un acte d'amour de soi. Que les limites ne détruisent pas les relations.
Les limites protègent les relations qui méritent d'exister. Et que parfois la plus grande leçon que vous puissiez donner à vos enfants n'est pas votre sacrifice. C'est votre dignité. Ce soir-là, alors que je préparais le dîner, rustissait. Frotté contre mes jambes. Evelyne a frappé à ma porte pour m'inviter à jouer aux cartes et mon téléphone a vibré avec un message de Marc qui disait « Merci pour aujourd'hui, maman. Je t'aime. » Et j'ai réalisé que c'était le bonheur, pas parfait, pas sans cicatrice, mais réel, honnête, le mien. J'ai fermé les yeux. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis murmuré, parfois, pour retrouver sa paix, ce n'est pas la serrure qui doit changer. Ce sont les gens que vous laissez entrer.